Forum LNH, on va parler un peu des joueurs qu'on a hâte de voir en action cette année. Évidemment, bon, oui, il y a les recrues, mais il y a également plusieurs joueurs qui ont connu une saison un peu plus décevante l'an dernier. Je pense notamment à Jonathan Huberdeau, qui vont peut-être vouloir se reprendre cette saison. Est-ce qu'il y a des joueurs, à l'inverse, qui vont briser des records? Connor McDavid pourrait peut-être atteindre les 1000 points déjà cette année dans la Ligue nationale. Donc, je vous le demande tout simplement, quel joueur allez-vous le plus surveiller cette année? Je vais commencer avec toi, Éloi. À quel joueur, justement, t'identifies-tu pour cette année? Écoute, tu as parlé de Connor McDavid, mais il y a un joueur qui va probablement jouer avec lui, son coéquipier junior. Il a joué 4 matchs la saison dernière avec Washington. Connor Brown. Écoute, c'est un joueur de 29 ans, là, donc il est pas, il arrive pas à son prime, il n'est pas jeune ou quoi que ce soit. C'est un gars qui a marqué 20 buts 2 fois quand même. Puis là, il va jouer avec Edmonton, probablement dans le top 6. Donc, j'ai vraiment hâte de voir quel genre de chiffres, quel genre de statistiques il va pouvoir aller chercher. J'espère que Connor Brown va pouvoir rester en santé. C'est un gars qui a été solide avec Toronto, avec Ottawa, puis qui aurait pu être bon l'année passée à Washington, mais l'année passée à Washington, tout a mal été pour l'équipe et pour Connor Brown notamment, qui a été blessé. S'il peut rester en santé, pour vrai, il peut aller chercher 25 buts. Là. Avec ce genre de Ouais, trio-là. plus que ça, même. Oh oui, oh oui, Ça, dans c'est les ça. poules, là, c'est une belle Oh oui. petite carte cachée, ça. Ouais. On se Mais même rappellera. juste aller chercher 25 buts pour lui, ça serait super bon. Là. Ça serait une saison vraiment un career season. Là. Donc, ouais, j'ai hâte de voir ce qu'il peut faire. J'aurai un Bon, autre gars, mais je vais laisser les autres faire le tour, puis on reviendra après. c'est bon, je tiens à rappeler que Pat Maroon a déjà inscrit 27 buts aux côtés de Connor McDavid, Ouais, qui a Wow. connu un seulement en carrière. Donc, on pourrait être surpris justement du nombre de points que Connor Brown pourrait atteindre cette saison. Pierre-Carl, de ton côté, quel joueur justement souhaites-tu voir en action cette année? Moi, je vais aller avec Seth Jarvis là, des Hurricanes de la Caroline. Là, il va entamer sa 3e saison. Il a seulement 21 ans. Je pense qu'il y a eu un peu plus de difficultés, peut-être la gang de la 2e année, l'année dernière, avec seulement 39 points. L'année d'avant, il y avait eu 40 points, mais en moins de parties. Mais en séries éliminatoires, l'année dernière, il a obtenu 10 points en 15 parties. Donc, je pense qu'il est prêt à jouer aussi à temps plein sur un top 6 avec les Hurricanes de la Caroline qui ont une excellente formation. Donc, je pense que sa production pourrait considérablement augmenter cette saison. Donc, c'est un joueur que je vais suivre. Sinon, je vais laisser aussi les autres. J'en avais peut-être un autre, mais je vais laisser aussi Julien y aller. Je pense qu'on n'aura pas le choix de faire un deuxième on tour. fera un Ouais, deuxième il y en a tour. beaucoup des joueurs qui vont être intéressants cette saison. Exactement. Julien, de ton côté? Ben, moi, je vais tout de suite dire les deux miens, comme ça, après ça, je suis en restant un de chaque bord, l'autre bord. Puis, j'ai pas les mêmes, puis sûrement que les autres non plus. Je vais commencer avec Joe Drouin. C'est l'année de la dernière chance. Là, écoute, s'il peut pas jouer avec Rantanen puis McKinnon, là, il pourra jamais jouer dans la Ligue nationale comme du monde, ni atteindre son plein potentiel. Donc, tu sais, il a 29 ans. C'est sûr qu'il va amener beaucoup de vitesse, beaucoup de créativité sur ce trio-là. Mais je verrai quel type de complément, parce que ça reste un joueur de périphérie. C'est sûr que McKinnon qui a de couper au centre, mais lui aussi, c'est plus un joueur qui va setter le jeu. Puis Mikko Rantanen aussi, malgré sa grosseur. Il est capable d'aller sur des barres, gagner ses batailles, très bonne protection de rondelle. C'est lui qui va le plus dans l'enclave. Il va quand même correct, là, plus que Drouin. Mais c'est pas un Gallagher ou un Hervé Pinard. Puis bon, il y en a d'autres des meilleurs, Hyman, mettons, Zach Hyman. Mais ça reste quand même que ça va être intéressant comme trio. Donc, il faut absolument qu'ils produisent. Puis, mon deuxième tout de suite, c'est Adam Fantilli. Honnêtement, ce gars-là, il m'intrigue vraiment beaucoup. J'ai entendu j'ai entendu des moins bonnes choses sur lui, sur son hockey IQ. Bon, il y a eu un bon camp. J'ai hâte de voir, là, il se situe par rapport justement au Connor Bedard, puis au Leo Carlson, puis à tous les autres, Zach Benson qui a fait l'équipe. Il avait été classé, on en parlait Nicolas aujourd'hui, il avait été classé top 5 quasiment toute l'année, puis à la fin, il a descendu probablement parce qu'il était petit, entre autres, il a peut-être son jeu défensif aussi, mais c'est un fit parfait à Buffalo qui ont juste plein de gros gars, fait que c'est un gars vraiment qui donne beaucoup d'efforts, là, qui est acharné. Donc, j'ai hâte de voir où se situe Fantilli par rapport à les autres de ce draft-là, qui était un draft assez incroyable. Je vais y aller, en fait, avant de vous laisser un deuxième tour, Éloi et Pierre-Carl, être sûr de ne pas me faire avoir et que vous ayez mon joueur. Mais moi, de mon côté, je vais y aller avec Pavel Zacha des Bruins de Boston. Ouais.
Donc, on a perdu Krejci, on a perdu Bergeron. On n'a pas beaucoup parlé de Zacha dans le passé, mais il a quand même fini deuxième meilleur marqueur chez les centres des Bruins. 1 point derrière Bergeron, a beaucoup joué quand même avec Pasternak. Puis je pense que l'équipe, à un certain point, a espoir qu'il va pouvoir pallier en partie au départ des deux autres et qu'il va vraiment prendre un gros step cette année. A quand même étonné dans les dernières saisons. Je pense pas que personne pensait qu'il deviendrait, exemple, un centre top 6 à la limite dans la Ligue nationale. Donc, j'ai bien hâte de voir justement où il va se situer cette année, s'il va pouvoir aider justement les Bruins à pallier à la perte de ces deux gros joueurs-là. Pierre-Carl, je vais te laisser à ton tour, vu qu'on va dans le sens inverse. Donc, quel joueur as-tu hâte de voir, encore une fois, ton deuxième joueur qui t'intéresse le plus cette année? Moi, je vais aller avec un défenseur. Moi, ça serait Jamie Drysdale. Il s'est blessé rapidement en début de saison l'année passée. Puis là, avec il y a Klingberg qui est parti en mi-saison l'année dernière. Donc, je pense que lui va être utilisé à toutes les sauces, là, surtout avec une équipe en reconstruction. Donc, je pense qu'on va voir son talent offensif cette année. Du moins, j'ai hâte de le voir à l'œuvre sur les avantages numériques, sur toutes les situations. Je pense que c'est un défenseur qui pourrait éclore cette saison et être très intéressant pour la Ligue nationale de hockey. Là, son style de jeu, je l'aime particulièrement. Donc, j'ai hâte de voir son rendement cette saison. Et je le rappelle à ceux qui nous écoutent en ce moment, n'hésitez pas en fait à nous mentionner les joueurs que vous allez suivre. Vous le voyez, on va vraiment dans toutes les directions. En ce moment, je m'attendais peut-être à avoir un ou deux gros noms, mais on y va vraiment avec les petites surprises ou les petites perles qu'on pourrait trouver pour cette saison. Et là, ton deuxième joueur? Mais d'abord, je pense que Hugo, ce serait John Merrill aussi. Là, fait que, on reste vraiment dans un concept de plus petits noms. Mais donc, c'est ça. Une équipe que j'aimerais suivre, c'est Buffalo. Puis il y a plein de joueurs là-dedans qui vont être intéressants. Mais un qui a attiré mon attention là, en regardant tout ça, c'est un gars de 22 ans qui n'a pas encore atteint le plateau des 10 buts. Mais c'est un shot de premier tour. Je formule ça un peu comme un quiz à Julien, finalement. Mais ça, ce serait Peyton Krebs. Peyton Krebs va être probablement sur le troisième trio des Sabres, une pierre angulaire. Il a beaucoup amélioré son jeu défensif l'an passé. Puis s'il peut encore faire ça cette année, il a juste 22 ans, il pourrait devenir une sorte de Lekkonen peut-être là, pour une équipe de Buffalo qui s'en va en série vraisemblablement cette saison si tout se passe comme il faut. Intéressant, très intéressant en fait. Évidemment, il y a plein d'autres joueurs, comme on le dit, auxquels on pense peut-être pas, mais qui pourraient surprendre cette année. En fait, tu en as parlé un peu de notre prochain sujet, Julien, mais parlons des recrues maintenant, en fait. Donc, tu parlais d'Adam Fantilli que tu as hâte de voir, tu as hâte de suivre cette année. On le sait, c'était une année de repêchage remplie de jeunes joueurs de talent qui vont jouer dans la Ligue nationale dès cette année. Je pense pas dans les peut-être 5 dernières années qu'on a eu, même 10 dernières années, qu'on a eu autant de joueurs qui ont été repêchés une année et qui rejouent l'année suivante. C'est vraiment fascinant. Là. Évidemment, on a le top 3, Bedard, Fantilli et Carlson qui vont jouer. Carlson est blessé là, pour commencer l'année, mais on a Benson, tu en as parlé aussi, qui a fait sa place. Donc, c'est quand même très intéressant de ce côté-là. Et je vous le demande un peu sous le même thème que la question précédente. Quelle recrue avez-vous hâte de voir cette année? Je vais commencer pour cette fois-ci. Je vais y aller avec le gardien de but d'Evan Nevaille. Donc, évidemment, a joué des matchs en fin de saison l'an dernier. Mais tu parlais des Sabres Élois, c'est une équipe, moi, qui m'intrigue beaucoup. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'on va pouvoir faire cette année, sachant qu'on s'est solidifié justement dans le filet avec l'arrivée de l'hiver. Mais encore là, c'est un jeune gardien, ça ne fonctionne pas toujours, les jeunes gardiens. On l'a vu, exemple, Carter Hart a eu une bonne première saison, mais après ça, ça a été coup-ci, coup-ça. Même dans les premières années, Carey Price, on peut à certains points avoir un comparable, ça a été plus difficile. On n'avait pas la formation que les Sabres ont présentement, mais quand même, ça a pris un temps d'adaptation. Donc, j'ai hâte de voir sur un calendrier de 82 matchs ce que l'hiver peut faire et si on va lui donner justement une charge de travail assez importante ou si on va y aller plutôt de façon tandem avec Ukko-Pekka Lekkonen aussi. Donc, à suivre de ce côté-là. Pierre-Carl? Moi, ça va être Quentin Byfield. Il va avoir, je pense, sa première saison complète dans la Ligue nationale. Jusqu'à maintenant, il devrait commencer la saison à l'aile. C'est un joueur de centre, mais on est tellement des bons centres du côté des Kings. Donc, il devrait commencer avec Kopitar et Kempe. Donc, tu sais, il a tout pour éclore, je crois, cette saison. Seulement 21 ans, il a un gros gabarit à 6 pieds 5, je pense, en haut de 220 livres. Donc, tu sais, c'est un gros bonhomme. Puis, il avait eu 22 points en 53 parties l'année dernière. Donc, je pense que cette saison, ça pourrait être une bonne année pour lui, surtout que les Kings ont une excellente formation en attaque et puis en défense également. Donc, tous les éléments sont là pour qu'il réussisse cette saison. Julien?
J'ai nommé Fantilli tantôt, puis l'autre vraiment que je trouve suspect, puis j'ai hâte de voir il va toffer la ronde, c'est Zach Benson, qui est pour moi une surprise au camp. J'ai hâte de voir comment il va se débrouiller sur le long terme. Mais vraiment impressionnant, honnêtement. Là, j'ai hâte de voir combien ce gars-là, étant donné son rang de repêchage, est capable de faire de points à sa saison recrue avec une bonne attaque, une bonne jeune attaque. Donc, si le gars fait 40, 50 points, c'est peut-être des équipes qui vont faire ouais. Alors, ce qu'on avait, c'est un peu comme Cole Caulfield qui a descendu parce qu'il était petit, il y a un 15e rang, puis il y en a qui s'en mordent les doigts aujourd'hui. Donc, c'est ça. Fait que j'ai bien hâte de voir Benson comment il va se débrouiller. Éloi? Ouais, moi, je vais rester dans le petit gabarit également. Je vais y aller au Minnesota avec Marco Rossi. Pas encore marqué de but dans la LNH en 21 parties, étalé sur 2 saisons, mais dans la Ligue américaine, il a fait ses preuves l'an passé quand même avec au-dessus de 50 points. Lui, tu vois, il a été repêché en 2020, en 9e au total, donc un peu plus vieux que les autres que vous avez nommés. Mais là, c'est l'année où est-ce qu'il doit éclore. Il est supposé jouer avec Marcus Foligno puis Frédéric Gaudreau. Donc, 2 gars qui savent jouer un peu plus physiquement, qui vont peut-être y ouvrir un peu plus de place sur la glace. C'est le 3e trio en ce moment au Minnesota. Puis là, c'est ça. Il faut qu'il fasse ses preuves cette année. Il commence sa saison dans la Ligue nationale. Il n'y a plus rien à prouver dans la Ligue américaine. Donc, pour Marco Rossi, c'est ça. On va voir de quoi il est fait cette saison. Oui, puis évidemment, de son côté, tu en parlais, un peu plus vieux, mais son année post-repêchage, en fait, qui avait été atteinte, si je ne me trompe pas, c'est la COVID longue et qui avait eu des complications. Ouais. Il a manqué pratiquement une saison de jeu, donc ça a retardé peut-être un peu son développement, mais il était perçu comme un très, très bel espoir à l'époque. Donc, j'ai hâte de suivre son développement également. Pour terminer ce forum LNH, on va revenir un peu aussi avec un sujet qui nous touche à Montréal présentement. En fait, un ménage à 3 devant le filet. On le voit là, du côté du Canadien. Jake Allen, Samuel Montembeault, on en parlait tantôt. Caden Primo aussi qui est resté avec l'équipe. Donc, on a préféré avoir un joueur de champ de moins et de garder 3 gardiens sur l'alignement. Le Canadien n'est pas les seuls dans cette situation-là. Buffalo, Détroit, Los Angeles et Philadelphie ont également conservé 3 gardiens de but. Pierre-Carl, on s'entend, ce n'est pas une situation habituelle. Là. Pour quelles raisons les équipes décident de commencer avec 3 gardiens de but? Je pense que si je prends, mettons, l'exemple du côté de Montréal, là, c'est vraiment pas une situation idéale, parce que surtout déjà que tu as Montembeault et Allen qui risquent de se partager le travail. Là, en plus, tu as un Caden Primo, un jeune gardien de but, que tu ne peux pas le laisser non plus seulement dans la galerie de presse puis seulement faire les pratiques. Il va vouloir jouer. Mais si on regarde du côté, mettons, des organisations, peut-être que leur 3e goaler, ils pensent qu'il pourrait être réclamé au balotage, puis ils ne veulent pas le perdre pour rien. Donc, peut-être qu'on n'est pas dans les coulisses, peut-être qu'il y a des négociations qui sont en train de se faire. Parce que si on regarde du côté du Canadien, si jamais Primo serait réclamé, Jake Allen a déjà une santé qui est quand même assez fragile. Là. Il est souvent blessé. Donc, si jamais ça arrive durant la saison et on n'a plus Caden Primo, mais là, il faut rappeler Jacob Daubèche qui n'a pas d'expérience. C'est pas contre lui. Là. C'est juste qu'il faudrait lui donner du temps dans la Ligue américaine. Il arrive tout juste d'Ohio State, là, de l'université NCAA. Donc, je pense qu'il faut lui laisser du temps dans la NCAA, mais dans la Ligue américaine, pardon. Donc, c'est vraiment pas une situation idéale pour les équipes. Je crois surtout, comme on disait tantôt, Montembeault pratiquait sur une autre patinoire que ses coéquipiers. Il n'y a pas le même rythme. Je trouve que les passions sont faites quand tu as 2 gardiens de but pour les entraînements, un gardien de chaque bord. Sinon, si tu es 3 gardiens dans la même pratique, ben, tu dois faire une alternance. Tu ne reçois pas tout le temps les lancers. Donc, je pense que pour tout le monde, ce n'est pas ce qui est l'idéal. J'espère que ça va changer rapidement, notamment du côté du Canadien, là, qu'on va venir à faire quelque chose là, avec ça. Je pense effectivement, on a peur que, en fait, on se doute que si on met Primo au balotage, il va être réclamé. Peu importe le gardien de l'équipe qu'on mettrait au balotage serait réclamé. Et je dirais même du côté de Laval, c'est le même sentiment parce que j'ai parlé plus tôt cette semaine avec Jean-François Hull et dans ses plans, lui, c'est Jakub Daubèche qui va jouer le maximum de parties. Il n'a jamais parlé de Primo, même pas en tête que Primo reviendrait à Laval. Donc, je pense qu'on sait que c'est soit Montréal ou c'est terminé. Et là, avant d'entrer en ondes, tu avais une théorie quand même intéressante. 3 équipes de l'Atlantique ont décidé de garder 3 gardiens. Ouais, c'est ça. On a Tampa qui, évidemment, eux autres, ils ont comme 2 gardiens numéro 3 là, en ce moment. Est-ce que c'est un plan?
Non, c'est ça. Mais est-ce que c'est un plan pour peut-être pour être sûr que Tampa n'aille pas chercher de gardien? Ou bien peut-être pour extraire le maximum de valeur, si jamais, mettons, le Canadien, Jake Allen, tu sais, si une équipe appelle pour des services de Jake Allen, je pense qu'on va vouloir écouter du côté de Montréal, évidemment. Donc, peut-être justement qu'on veut le montrer aussi, c'est pour ça qu'on le fait jouer à Toronto. Mais il y a d'autres équipes que tu te grattes la tête un peu, comme Los Angeles. Tu as 3 gardiens, tu as Cam Talbot, Phoenix Copley puis David Rittick. Pourquoi tu as besoin d'avoir ces 3 gars-là quand tu as 6 défenseurs dans l'alignement? Tu n'as même pas un 7e au cas où il y en a un qui se blesse. Donc, c'est un peu étrange dans certains cas. Mais c'est une nouvelle mode, on dirait. Puis, ouais, peut-être que dans l'Atlantique, c'est ça, on veut extraire au maximum la valeur des gardiens. On ne veut pas en perdre un à une équipe qui en a besoin. Puis peut-être qu'on va les échanger. En échanger un en novembre ou décembre. Une équipe aura vraiment besoin de gardiens. Julien, penses-tu que les équipes sont rendues avec la phobie des Golden Knights, c'est qu'on doit se rendre à un 4e gardien pour remporter la Coupe Stanley? Non, je pense pas. C'est vraiment une question de circonstance pour beaucoup d'équipes. Des fois, tu signes des gardiens pendant l'été, tu sais pas trop qu'est-ce que ça va donner au camp, puis le camp ne donne pas de réponse. Parce que c'est sûr, avoir 3 gardiens en tête au camp, tu leur donnes un match, une période, c'est pas l'idéal. Ça ne te fait pas vraiment une tête là-dessus. Il y a des équipes qui peuvent le faire, mais c'est sûr qu'il n'y a aucune de ces équipes-là que ça va toffer plus que 3 semaines. Je n'y crois pas, là, c'est impossible. Ça ne fonctionne pas. Fait que je pense qu'ils espèrent qu'un gardien de but d'une autre équipe qui se blesse puis qui en cherche un puis qui soit prêt à payer, ou qu'un de leurs gardiens de but se blesse pour justement venir. Je pense que toutes ces équipes-là, ils achètent du temps. Si jamais il n'y a personne qui se blesse, ni chez les autres équipes, ni chez leur équipe qui ont 3, mais là, ça va être de s'appeler, les mettre au balotage la même journée puis se croiser les doigts. Je pense que c'est vraiment ça qui se passe à ce moment-là. Je pense que toutes les équipes achètent du temps parce qu'ils ne veulent pas nécessairement en perdre un ou un autre gratuitement. Donc, puis évidemment, les autres équipes, ils ont eu beau jeu de dire, comme une équipe comme Tampa, ils savent que ça ne t'offre pas plus que 3 semaines. Fait qu'eux, ils sont, regarde, on est prêts à perdre des matchs pendant 3 semaines. Puis là, quand vous avez plus le choix d'en mettre au balotage, puis nous autres, on ne veut pas payer. C'est un peu ça. C'est vraiment tout le monde est comme ça, puis c'est qui le premier qui va tirer. Mais c'est un peu ça le principe. C'est malheureusement le Canadien fait partie de ces équipes-là qui sont un peu là, ils attendent de voir ce qui se passe. Là, mais c'est vraiment pas l'idéal, surtout pour Caden Primo. Parce que Montembeault et Allen, c'est des joueurs de la Ligue nationale, ils ont quand même un certain développement. Fait que pendant 2-3 semaines, ils font juste un match par semaine. C'est pas catastrophique, mais Primo, qui est encore en développement, c'est sûr que c'est un peu plus. Puis, c'est sûr qu'il va peut-être avoir un match ou 2 ou 3 semaines. Donc, pour lui, c'est vraiment pas l'idéal. J'ai hâte de voir comment ils vont gérer ça, honnêtement. Ouais, mais en même temps, Primo, ça se peut qu'il y en ait des matchs à partir de novembre ou décembre si le plan, c'est d'échanger Jake Allen. Ben, en fait, ils sont pas capables de le passer. 3,8 pendant 2 ans. Là. Ça me mène à mon prochain questionnement. Si on a une aussi grande crainte à mettre Primo au balotage, pourquoi on ne mettrait pas Jake Allen au balotage? Il ne sera pas réclamé, selon ce que je comprends. Et à ce moment-là, on règle un problème. Oui, c'est une bonne question. Tu ne veux pas faire la navette à Jake Allen pendant l'année, puis ça va être le gars qui va faire le switch si jamais il manque quelqu'un. Puis l'envoyer à Laval, c'est un coéquipier exemplaire. Puis il n'a pas été moins bon que Montembeault. Il est là le problème. Le problème, c'est qu'au camp, il n'y a aucun des gardiens de but qui a été bon. C'est ça le gros problème. Montembeault et Allen sont à 850. Mais, tu sais, Boudaille, à un moment donné, il avait l'air fini à Montréal. Il n'y avait plus de jus. Il arrêtait rien. Ils s'en sont débarrassés. Puis là, tout d'un coup, il est allé à LA puis il gaulait 930. Fait que peut-être qu'il y a une équipe qui va se dire Jake Allen, il reste un petit peu de jus puis on va essayer de l'extraire. Jake Allen va être Boudaille. Non, mais tu sais. Il y a surtout qu'il y a des équipes qui vont être aux prises avec des blessures chez les gardiens de but, puis il n'y en a pas une tonne. C'est déjà qu'on voit que les équipes ont craint de mettre des joueurs, des gardiens au balotage. Ben ça peut-être que ça va pas. Ben, ça pourrait peut-être augmenter sa valeur si éventuellement il y a des blessures du côté de certaines équipes. Il y a des gardiens. Peut-être qu'il y a des équipes qui n'ont pas le choix d'aller chercher peut-être un Jake Allen ou on l'espère, ou un autre gardien dans une autre formation. Mais le point, c'est qu'il faut que ça arrive rapidement. Il faut qu'il y ait des blessures, que ce soit dans ta propre équipe ou dans d'autres équipes. Il faut que ça arrive
dans les 2-3 prochaines semaines. Parce que, comme je dis, s'il y a vraiment rien qui bouge pendant 3 semaines, ils n'auront pas le choix de le mettre au balotage. En tout cas, ils n'auront pas le choix de faire de quoi, de le donner pour un choix de 7e ronde. Je ne sais pas s'ils veulent de quoi absolument. Là. En fait, ça reste aussi qu'en bas, c'est qui qu'il y a? Là? Il y a Dobesch puis qui? Présentement, on a Strassman. Strassman, c'est ça, c'est lui, je pensais. Ouais. C'est qui, lui? Je veux dire, c'est... Gardien de la Ligue américaine, quand même une certaine expérience, mais encore là, je le répète, le plan est de faire jouer un maximum de matchs à Dobesch. Donc, si on lui fait jouer 80 ou 70% des rencontres, au final, c'est pas une problématique, ton deuxième gardien à Laval. À l'inverse, je préférais avoir un gardien un peu comme Kevin Poulin l'an dernier avec Kaden Primo qui va être juste là pour jouer une petite partie des matchs et à ce moment-là, il va pouvoir au moins être un mentor pour le jeune. Ouais, puis de l'autre côté, c'est une police d'assurance aussi. Tu as vu à Washington l'année passée, les gardiens qui ont dû mettre devant le filet des fois. Il y a d'autres équipes aussi là-dedans. Philadelphie en ont fait gauler beaucoup. Donc, peut-être qu'à Montréal, on se dit que c'est une police d'assurance, mais ce qu'on veut pas, c'est que Primo soit devant le filet pour juste 12 matchs. Je pense pas que ça va arriver. Puis je tiens à mentionner aussi, il y a quelques semaines, Bob Hartley, en fait, avait fait une intervention à ce sujet-là à BPM Sport concernant un ménage à 3, si on veut, devant le filet. Et lui, à sa dernière saison avec les Flames, c'était Carrie Rameau, Yoni Ortio et Jonas Hiller. Évidemment, vous me direz, c'est pas des grands gardiens non plus, mais tout de même a dit que c'était impossible à gérer parce que justement, t'as aucun des 3 gardiens qui est en mesure de se mettre justement dans le match. Ils sont pas en game shape. Il n'y en a aucun des 3 qui va être en game shape à long terme. Mais c'est peut-être que Kent Hughes, il a dit à Barron, je te promets un poste dans l'alignement si au premier match contre Toronto, tu tombes sur Jake Allen. Peut-être ça aussi la solution. Non, mais effectivement, sans blague, on parle depuis tantôt des gardiens de but, des problèmes que certaines équipes peuvent avoir chez les gardiens, mais ça va plus loin que ça. Évidemment, si le Canadien a 2 joueurs blessés d'ici quelques semaines, ben, on n'a pas le choix de renvoyer Primo ou Allen au balotage pour assurer de faire de la plage pour aller chercher un joueur à Laval, parce qu'on a un maximum de 23 joueurs sur l'alignement, évidemment. Donc, écoutez, ça sera à suivre cette saga de gardiens de but en début de saison. Évidemment, on l'a vu, comme je le disais tantôt, avec les Golden Knights l'an passé, on n'a jamais trop de gardiens, ça peut débouler assez rapidement. Donc, ça sera à suivre dans les prochaines semaines.